Bonjour à ceux bonjour, ça fait plaisir de revoir des visages, bien sûr. Bonjour à ceux qui sont également chez eux, puisque on est sur un événement connecté, un Retail Connect. Il y a Connect, ça ne trompe pas. On va passer à une nouvelle conférence, celle de Geolead, donc spécialisée dans le rapprochement entre le client et la marque. Et justement, pour cela, on est avec Louis et Frédéric. Donc, du coup, pour nous parler de marketing local, le digital est-il utilisé efficacement au sein de votre réseau d'enseignes? C'est écrit. Je vous invite à réagir sur le téléphone. Moi, j'ai accès au chat. Donc, pour ceux qui sont chez eux, vous pouvez écrire, vous pouvez poser vos questions. On pourra les transmettre. Et pour vous, on pourra vous transmettre le micro. Ce sera simple aussi. Voilà, j'ai fait rapide. Je vous laisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Enchanté. Merci aux organisateurs de nous permettre aujourd'hui de présenter Geolead et plus spécifiquement les problématiques autour du digital et du marketing local. Je vais présenter rapidement d'abord nous deux. Donc Frédéric, je suis CEO de Geolead. Louis est consultant marketing local. Et on va vous parler de trois choses aujourd'hui principalement. Pourquoi le marketing digital local aujourd'hui est évidemment indispensable au développement de votre marque et de votre réseau. Quelles priorités vous devez engager en termes de levier et quelles performances vous devez rechercher. Et enfin, et c'est probablement un des points les plus importants qu'on voudra mettre en avant, et Louis en parlera largement, à quel point la mesure est au cœur de ce sujet et qu'il faut bien suivre ces KPI quand on développe une stratégie de marketing digital local. Alors, rapidement, pour présenter Geolead, aujourd'hui, donc nous travaillons sur le marketing local depuis 2008. Nous sommes des spécialistes des réseaux d'enseignes depuis une dizaine d'années par ailleurs. On connaît extrêmement bien l'ensemble des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais surtout, on se présente comme la plateforme Brand to Local. La plateforme Brand to Local, ça veut dire qu'on aide les marques à se rapprocher de leurs clients là où ils sont. En fait, on raisonne sur un point qui est très important, c'est que en tant que marque, vous travaillez nécessairement, forcément, votre image au niveau national ou international, depuis très longtemps pour la plupart. Mais est-ce que vous le faites bien au niveau local? Et tout le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est que concrètement, on s'adresse à toutes les personnes, toutes les entreprises qui ont un sujet d'implantation locale et qui ont besoin de se rapprocher de leurs clients. Les réseaux d'enseignes aujourd'hui, ils sont confrontés à un gros challenge souvent, c'est que les équipes centrales sont réduites et qu'il faut activer des leviers, notamment digitaux, sur un spectre très large avec des équipes très réduites. On répond avec la plateforme Brand to Local à cette problématique puisqu'on permet d'activer, comme vous le voyez sur la gauche, un certain nombre de leviers en quelques clics très facilement via la plateforme, que ce soit par les équipes nationales ou au niveau local par les franchisés, les concessions, les succursales. Alors, on travaille sur tous les secteurs. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au retail, bien sûr. Et on a des références dans le retail. On travaille aussi beaucoup dans l'automobile, dans la distribution, dans l'immobilier, etc. Avec à chaque fois, encore une fois, ce sujet critique qui est de faire en sorte qu'on rapproche la marque de ses clients et qu'on fasse en sorte de convertir en local. Protéger l'image de marque, y compris au niveau local, tout en développant la notoriété de cette marque au plus près des clients. Alors, pourquoi spécifiquement sur le digital? Parce que, évidemment, on active d'autres leviers sur le local, mais il paraît essentiel aujourd'hui de se dire qu'il y a des éléments critiques qui amènent le client en point de vente, et notamment via le digital. Quelques statistiques, quelques chiffres, avant que Louis nous expose un peu la méthode ensuite. Aujourd'hui, on identifie qu'il y a 80% des consommateurs qui font des recherches sur Internet avant de se rendre en magasin. 81% en 2023. On a 87% des acheteurs qui utilisent les réseaux sociaux. Donc on n'est plus sur de la recherche naturelle, des choses très en amont. Ils utilisent les réseaux sociaux pour faire des choix sur leur parcours d'achat. 46% des recherches Google sont destinées à trouver une entreprise locale. Donc on ne cherche pas, on cherche beaucoup du local via Google. Pas que de l'e-commerce.
76% des internautes ayant effectué une recherche locale visitent l'entreprise dans la journée. Donc là, ça vient rajouter un point qui est la réactivité, le dynamisme. Le local, c'est la proximité et la réactivité. 93% des Français déclarent consulter les avis avant de réaliser un achat. On pourra passer du temps sur les avis, je crois que Louis en parlera. C'est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de décisions et qu'il faut surtout pas, qu'il faut privilégier, notamment dans la réputation locale des magasins. Alors, pour adresser ces challenges, effectivement, il y a beaucoup de leviers, comme je disais en introduction, en tant que réseau d'enseigne, beaucoup de leviers à activer. Le mix est énorme. Bien sûr, vous connaissez tous les grands acteurs en tant que médias, c'est très bien. Mais il y a aussi des éléments à la fois de SEO, de recherche naturelle, et de paid à la fois. Il faut réussir à associer tous ces outils en même temps. Et puis évidemment, la complexité que vous connaissez au quotidien, c'est de le faire sur l'ensemble des points de vente, sur l'ensemble de vos zones régionales, avec toutes les difficultés que on n'a pas toujours des responsables régionaux suffisants pour couvrir les enjeux. On n'a pas forcément la possibilité d'avoir un contact avec chaque magasin, chaque interlocuteur. Donc on ne maîtrise pas nécessairement l'image de marque telle qu'on voudrait la faire respecter dans son réseau, tout en démultipliant les actions marketing. Donc, in fine, voilà le sujet. Comment démultiplier ces actions marketing en local, parce qu'on sait que c'est important, mais tout en respectant l'image de marque qu'on souhaite avoir au niveau national. Et donc, pour ça, notre grande croyance, notre raison d'être, c'est de se dire qu'il faut donner la main. Il faut donner la main au local quand c'est possible, quand on a les équipes, quand on a des gens qui peuvent le faire en local, mais à condition de maîtriser ce qui est fait. Donc, pour ça, il faut organiser les choses, il faut avoir des communications qui soient planifiées, qui soient templétisées si possible, adaptables en local. Mais il faut bien sûr toujours maîtriser ce qui se passe au niveau local, et donc c'est tout l'intérêt d'avoir une plateforme comme la nôtre. D'ailleurs, on a tout à fait conscience d'une chose qui est très importante, c'est les contraintes qu'il y a dans les points de vente. Les points de vente, dans différents secteurs, il y a des différences entre les secteurs, mais en général, ils manquent de temps, ils ont des budgets limités, même si vous souhaiteriez qu'ils parfois engagent plus de budget. Ils ont des compétences digitales qui ne sont pas toujours homogènes, et il manque d'organisation évidemment et de temps pour aller traiter leurs réseaux sociaux, les avis, etc. Donc c'est pour ça que les guidelines de la marque sont extrêmement importantes et qu'une plateforme, elle est là pour donner des guidelines et démultiplier les actions en local ensuite. Voilà, juste pour finir sur cette introduction, je vais laisser la parole à Louis. Le point, c'est donc comment on fait pour que le digital permette de démultiplier les actions tout en respectant l'image de marque. Et on va voir quel levier on peut activer. Il y a un ordre dans ces leviers, je vais te laisser l'expliquer. Il ne faut pas faire forcément tout en même temps. Et nos recommandations sont assez précises sur ce sujet. Donc je laisse la parole à Louis pour nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Oui, on m'entend, c'est bon? Parfait. Alors, mon sujet préféré, vous êtes un réseau d'enseignes. Vous avez compris que le digital local était important, forcément. On a vu quelques chiffres là-dessus. Et vous vous dites, super, mon réseau est déjà plus ou moins dedans. Comment je rationalise la chose? Dans quel ordre j'active les leviers? Pourquoi je les active dans cet ordre? Et voilà, grosso modo, un petit peu la méthode sur laquelle on a quand même pas mal penché depuis plusieurs années. Alors, on a évoqué les contraintes des points de vente, on a évoqué les contraintes des marques. Bien évidemment, vous n'êtes pas des associations. L'objectif, c'est quand même de faire du profit à un moment. Et la logique, elle est très simple. On va prioriser les leviers par l'ordre de, tout simplement, qu'est-ce qui est le plus profitable pour le moins d'investissement, que ce soit en budget ou en temps. Et c'est comme ça qu'on va prioriser l'ensemble des leviers qu'on peut activer. Et d'ailleurs, ces leviers, on va les limiter dans un premier temps peut-être à seulement 6. Alors 6 sur le papier, ça paraît simple. Mine de rien, juste optimiser à 100% ces 6-là, donc Google My Business, les réputations, le SEO local et les stores locators, les réseaux sociaux, le lead management et la publicité locale en paid, c'est déjà quand même pas mal de boulot. C'est pas mal de boulot. Et dans l'ordre des priorités, on va commencer par les fiches Google My Business. Ça peut paraître bête de dire ça en 2023, mais comme je rencontre pas mal de réseaux d'enseignes, je fais pas mal de données que je vais chercher à gauche, à droite, du scrapping, des trucs un petit peu dans tous les sens. Même les réseaux les plus matures
sur ce sujet-là qui paraît quand même assez basique, il y a en moyenne une marge de progression de 15 à 20%. 15 à 20% de marge de progression sur Google My Business, c'est des milliards d'impressions pour l'ensemble du réseau, c'est des milliers de visites en magasin, c'est un axe d'amélioration quand même assez significatif. Et pour les réseaux qui ne maîtrisent pas encore complètement le sujet, il y en a encore beaucoup, c'est vraiment un potentiel de croissance assez faramineux. N'hésitez pas s'il y a des questions pendant la présentation. Et avant de se dire comment on optimise toutes les fiches, il faut mettre en place l'architecture qui va bien pour un réseau d'enseignes. Il y a encore beaucoup de réseaux avec des fiches de points de vente qui sont perdues dans la nature, qui sont juste à la propriété du point de vente. Même chose pour les pages Facebook. Le nombre de points de vente qui perdent leur accès à la page Facebook, j'en parle même plus. Il faut mettre un peu d'ordre. Et c'est comme faire le ménage, c'est plutôt pénible. Mais une fois que c'est fait, on est tranquille et vous pouvez travailler sainement un sujet quand même majeur, très sincèrement sur le local, digital local, Google My Business. C'est sur tous les réseaux avec lesquels j'ai travaillé, entre 60 et 70% de la performance. Donc en performance, on parle de visites en point de vente, on parle d'appels téléphoniques, on parle de visites sur site. C'est monstrueux. Donc, comment on organise déjà tout ça? Pour chaque page Facebook et pour chaque page Google My Business par point de vente, on fait en sorte qu'il y ait un partage de droits entre la marque et le point de vente. Dans la logique de Google et de Facebook, le propriétaire légitime des fiches et des pages, c'est le point de vente. Donc très bien, on le laisse propriétaire ou propriétaire principal et on donne un accès administrateur à quelqu'un de la marque. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est un peu long et c'est pénible. Geolid peut vous aider. Vous êtes dans de bonnes conditions pour lancer la manipulation, enfin en tout cas inciter les points de vente, enfin vraiment contrôler le sujet de comment on optimise ces fiches. Je vous ai mis un exemple de fiche pas terrible, avec une fiche un peu mieux, qui peut être encore un peu perfectionnée. Mais voilà, les titres, on optimise tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est nom commercial, service, ville. Adresse et horaire, mais on peut débattre du sujet. Adresse et horaire à jour, le nombre d'avis est note supérieure à la moyenne secteur. J'insiste sur moyenne secteur. Il y a des études macro sur le sujet qui disent le consommateur il va considérer qu'une note supérieure à 4, c'est plutôt intéressant. Très bien. Mais sur un réseau de points de vente ou en local, par exemple, la moyenne de tous les concurrents, c'est 4,8. 4,2, ça ne fait pas le travail. 4,2, c'est du coup une pénalité, même si, d'après les études, en principe, on est bien. Donc c'est vraiment très important d'étudier le sujet des avis en relatif, vraiment par rapport au contexte local, à la concurrence locale, fixer des objectifs parfois peut-être un peu plus personnalisés d'ailleurs. Même chose du fast-food, il n'y a aucun fast-food en France qui a une note supérieure à 4. Hein. Donc vous êtes un McDo, vous êtes à 3,8, logiquement vous êtes plutôt heureux. Les catégories principales, les services, les attributs pour l'ensemble des fiches, bien sûr. Les fiches produits renseignées. Pour les réseaux, les marques, avec des stocks qui sont monstrueux, il y a des solutions pour automatiser tout ça, mettre des flux, les connecter aux fiches Google My Business. Et là, ça devient encore un peu plus sexy, dans le sens où le consommateur peut même vérifier quels sont les stocks qui sont disponibles en magasin depuis Google My Business. C'est très sympa. On redirige vers le store locator. Il y en a encore beaucoup qui redirigent sur le site Natio ou sur des pages Facebook, ce genre de choses. C'est pas ce que recherche l'internaute. Et pour une logique de tracking, on en parlera un petit peu après. Mais pensez toujours aux petits UTM. UTM source égale Google, UTM medium égale GMB. C'est très bien pour suivre tout ça. On en reparle après. Et puis, bien évidemment, les photos. Une fois qu'on a ça, on est plutôt cool. Je vous ai remis un petit récapitulatif. Google et Facebook, si vous voulez prendre des petites photos, des captures d'écran, faites-vous plaisir. La seule chose qui change côté Facebook par rapport à Google My Business, paramétrer le chatbot. Voilà, à peu près, ça ressemble aussi à peu près tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? La messagerie activée sur Google My Business, ça peut être bien, enfin, c'est même une très bonne pratique, mais il faut s'assurer qu'il y ait de la réactivité derrière. Et à partir de là, on est plutôt pas mal. Les bénéfices, on parle quand même d'investissement et de performance derrière. Le fait d'optimiser juste la structure des fiches. Et on peut aller plus loin derrière avec les réputations, j'en parle juste après. Je vous ai pris un réseau d'enseignes où on a une situation initiale, un ensemble de fiches plus ou moins optimisées. On fait un gros coup de ménage, on optimise l'ensemble des fiches. Rien qu'en termes d'impression, c'est une croissance de 169%. C'est conséquent et c'est un tiers du gâteau. Le reste du gâteau, ça vient avec les réputations locales. Alors, petit aparté sur Google My Business, on parle parfois de présence management, grosso modo, c'est le nom qu'on donne un petit peu à la discipline, entre guillemets. Bon, dans la plupart des cas, ça va varier selon certains secteurs et industries, mais
le presence management, en vérité, plus de 90% de la performance, elle est conditionnée par Google My Business. C'est vraiment, en 2023, ce levier qui fait vraiment contribue au maximum. Il y aura peut-être de nouvelles choses côté Apple qui vont sortir dans les années à venir, mais bon, pour le moment, c'est toujours là-dessus. Et alors, l'e-réputation, c'est étroitement lié à Google My Business, puisque c'est les fameuses étoiles Google My Business, tout simplement. Alors, il y a d'autres sites d'avis spécialisés, hein, c'est très bien, les autres sites d'avis spécialisés. Néanmoins, des études consommateurs sur le sujet, ça reste Google My Business, le support le plus trusté par le consommateur et le premier qu'il va aller voir. Voilà. Devant avis vérifié, devant Trustpilot, ce genre de choses, même si c'est très bien de les avoir, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez 2 tableaux. Chaque point, c'est un point de vente d'un même réseau qui distribue la même marque, les mêmes produits. Qu'est-ce qu'on constate? Que plus la note est haute et plus le nombre d'avis est conséquent, plus le nombre de leads, donc de contacts générés par Google My Business pour le point de vente, est conséquent. Et vous vous dites peut-être, mais les 5 là, Louis, tu racontes des bêtises. Non, parce que c'est vraiment les 2 critères qu'il faut prendre en compte. Une très bonne note n'a aucune légitimité s'il y a 5 avis. Vaut mieux un 4,8, 35 avis, qu'un 5, 2 avis, très clairement. De toute façon, le 5, maintenir le 5 ad vitam aeternam, c'est une utopie, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Par contre, maintenir une note supérieure à vos concurrents, c'est très important. Et ça peut faire croître de manière spectaculaire. Vous avez des écarts il y en a qui font 6 fois plus de prospects à l'année, juste parce qu'ils ont une meilleure note et un bon nombre d'avis. C'est un levier de croissance extraordinaire, largement perfectible dans les réseaux d'enseignes. Vaut d'ailleurs mieux investir un peu d'effort sur l'e-réputation avant d'aller mettre des milliers d'euros en publicité digitale. D'ailleurs, la performance des campagnes publicitaires locales, elle est aussi conditionnée par une bonne e-réputation. Les points de vente qui ont une bonne e-réputation, ils ont des taux de conversion en campagne qui sont meilleurs, ils ont des coûts par prospect qui sont plus bas, ils ont une transformation commerciale qui est plus facile, c'est vraiment un facilitateur au quotidien. Donc vraiment, creuser ce sujet. Une fois qu'on a fait ça, on peut s'intéresser aux réseaux sociaux. N'hésitez pas encore s'il y a des questions. Les réseaux sociaux, ça c'est... Désolé, j'ai donné le meilleur de moi-même dans ce schéma. Ça en dit long sur mes compétences. Simplement, le fait est que les algorithmes Facebook, Instagram brident de manière assez conséquente la portée organique des publications. Voilà, c'est un fait. Tout ce qui est texte, image, texte carrousel, grosso modo en organique, si ce n'est pas boosté, dans le meilleur des mondes, vous allez avoir un reach de 11%, ça varie une fois dans l'année. Sinon, vous serez entre 5 et 8%, enfin, sur des pages qui ont 200 abonnés, ça ne donne pas grand-chose. Comment déjà on peut contourner cette limite? Vous avez des réseaux d'enseignes, vous avez la chance d'avoir plusieurs réseaux. Donc artificiellement, vous pouvez gonfler la portée d'un message et la rentabilité d'une publication en la multidiffusant sur l'ensemble des points de vente que vous multipliez par le nombre de réseaux. C'est très logique. C'est déjà quelque chose de très bien, qui contribue d'ailleurs à ce qu'on va regarder en fait Facebook et Meta, c'est à la fois la régularité et l'engagement. Donc publier régulièrement pour l'ensemble des pages, c'est les choses que vous pouvez faire. Alors, soit vous pouvez mettre du contenu à disposition des points de vente, ils font leur petite vie avec, soit parce que vous avez fait le travail en amont sur le partage des droits, vous pouvez multidiffuser des messages pour eux, messages brandés, chartés. C'est déjà un premier vernis agréable. Néanmoins, ce n'est pas ça qui va faire que la publication sociale est un levier optimisé au sein de votre réseau. Le travail est beaucoup plus conséquent. C'est un travail que, je pense, ne peut pas être porté uniquement par la marque, puisque les algorithmes favorisent énormément beaucoup plus le reach sur tout ce qui va être story, sur tout ce qui va être réel, Reels, sur tout ce qui est en fait prise de parole directe, du local, prise de parole authentique. Ça, c'est pas forcément soluble dans un discours de marque hyper brandé, hyper charté, et un peu impersonnel, ou en tout cas beaucoup plus qu'un point de vente qui expliquerait les coulisses, qui ferait la petite histoire de son point de vente. Voilà. Donc il y a multiplier les supports, enfin les formats présents au sein des plateformes qui est très important, et la fréquence. C'est beaucoup de boulot de tenir ce cahier des charges et de répondre à 100% des points. C'est pas grave si vous, les points de vente, ne tenez pas l'objectif à 100%. Ce qui est important, c'est de s'en rapprocher au maximum, encore une fois, dans la limite du possible et dans la limite des contraintes de la marque et des points de vente. Mais voilà, réseaux sociaux, c'est un gros sujet. Et voilà, ce qui gère aussi donc, la fréquence, les formats et bien évidemment l'engagement, comment on crée de l'engagement. Même chose, je pense que ça passe
par une prise de parole authentique aussi en parallèle. C'est tout à fait compatible avec des posts de la marque, il n'y a pas de problème. Mais vont chercher l'engagement, répondre aux commentaires. Tout ça, ça demande aussi une évolution en termes de compétences, une maturité digitale un peu plus importante au sein des réseaux d'enseignes. Je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Une fois qu'on a fait tout ça, l'autre part du gâteau, optimiser le traitement des leads. Donc déjà, Google My Business, optimiser les avis, le trafic sur les pages, le nombre de comptes de prospects qui vont prendre contact avec les points de vente, se rendre directement en point de vente, etc. Bon, il y a un gros sujet dans les réseaux, c'est comment on optimise le traitement des leads. Alors dans le retail, sur la visite physique pure et dure, c'est des choses qui sont déjà faites, hein, les personnes, les vendeurs, etc., qui sont formés. Pour toutes les transactions qui peuvent amener un contact téléphonique, un formulaire en ligne, c'est un vaste sujet sur lequel on peut largement améliorer les choses. Voilà, la plupart des prospects en local, passent d'ailleurs par le téléphone. Le formulaire est beaucoup moins sollicité. J'ai fait l'étude sur plus d'1,5 million leads générés sur 4 ans, dont 83% de ces appels, c'était 33% de ces prospects, c'était des appels téléphoniques. En moyenne, l'internaute, il appelle 1,1 fois, il attend 19 secondes avant de décrocher. C'est-à-dire que la réactivité, elle est clé. J'ai des réseaux sur lesquels on a travaillé, et en moyenne, c'est une opportunité sur 2 qui est manquée quand on ne regarde pas le sujet. C'est beaucoup. Juste challenger, regarder le taux de décroché, challenger les points de vente sur la réactivité commerciale, ça conditionne une grosse partie du chiffre d'affaires généré par le digital. Dans l'automobile, ils l'ont très bien compris, c'est hyper processisé. N'importe quelle personne qui fait une demande pour un véhicule neuf, il est rappelé dans les 15 minutes. Il y a des call centers dédiés à ça, c'est extrêmement important. Ça conditionne vraiment le taux de transformation du prospect en client. J'ai des concessions avec qui je travaille, celles où, disons, la politique commerciale n'est pas hyper assidue là-dessus, vont transformer peut-être 5% des prospects générés. Celles où c'est un peu plus musclé, on va monter jusqu'à 11%, 12%. C'est 2 fois plus. C'est très, très, très conséquent. Voilà. Et bien sûr, pour tout ce qui est formulaire, plus on est réactif, plus on a de chances de transformer le prospect. Vous l'avez compris. Donc, la réactivité, elle est clé. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut s'aventurer déjà un petit peu plus sur du paid. C'est un petit peu la dernière partie qui manque à notre pyramide. Mais même chose, il y a un ordre de priorité. C'est un petit peu, moi j'aime bien dire que c'est comme des placements un petit peu en bourse. Il y a un facteur risque et il y a un facteur rentabilité. Par contre, ce qui est rigolo dans les leviers digitaux payants, c'est que vous avez des leviers avec très peu de risques et une rentabilité assez conséquente. Donc typiquement, Google Ads Search, c'est pour la plupart des industries la priorité à activer. En local, ça coûte d'ailleurs pas très cher si c'est bien fait. Bien fait, c'est plutôt simple entre guillemets. Hein, c'est taper sur requête, donc service plus ville, métier plus ville. Oh, déjà ça. C'est des taux de conversion qui sont très élevés, des coûts par clic qui sont faibles. La seule limite, c'est un petit peu le volume. Voilà, la recherche hyper qualifiée, il n'y en a pas à l'infini sur les zones de chalandise. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il y a Facebook et Instagram qui peut être intéressant. Et ensuite, on va monter petit à petit dans des stratégies plus complexes, plus se rapprocher aussi de communication de notoriété. La notoriété, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Simplement que le retour sur investissement, il est beaucoup moins à court terme. On est plus sur du moyen-long terme. Je regarde l'heure en même temps. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus si j'ai un petit peu de temps ? Voilà, ça sert à rien de lancer 15 leviers en même temps en publicité. Ça sert encore moins à rien de le faire si les réputations, si les landing pages, si tous ces sujets-là ne sont pas maîtrisés en amont, puisqu'encore une fois, plus vous travaillez bien les phases qu'on a vues en amont dans notre petite pyramide, plus les performances des campagnes seront bonnes. C'est un tout, le digital, le mythe l'internaute qui fait sa recherche, qui arrive sur un site et qui appelle tout de suite, c'est de moins en moins vrai. Quand on s'intéresse au parcours consommateur, au modèle d'attribution, on se rend compte que même louer une voiture, en fait, il y a des parcours d'achat qui sont extrêmement diversifiés. Certains qui le font en 4 étapes, d'autres qui le font en 15, vraiment avec tout un tas de supports qui sont sollicités au milieu. Le cross-canal est extrêmement répandu, même sur les choses qui paraissent bêtes et très simples en termes de transactions. Donc voilà. La petite priorité, grosso modo, ça marche sur la plupart des réseaux sur lesquels j'ai travaillé. Il y a bien évidemment des industries sur lesquelles il y a des exceptions.
mais dans les grandes lignes, on place là-dessus. La mesure et les KPI, bien évidemment, c'est très important. On a parlé de méthode au début. Si on ne rationalise pas tout ça, c'est très difficile d'avancer. D'autant plus que si vous intégrez les points de vente à cette belle aventure du digital local, va y avoir des râleurs, va y avoir des débats, va y avoir des discussions. C'est très bien, c'est très sain d'en avoir. Et il faut pouvoir poser des chiffres, des faits pour assainir tout ça, pour montrer qu'on va dans la bonne direction. Donc un système de tracking exhaustif est capital. Vous passez par un CRM, vous passez par Google Analytics, vous passez par une plateforme comme Geolid. Vous faites comme vous voulez, mais il vous faut au moins des infos sur le parcours consommateur, sur vos audiences, sur l'attribution, sur le call tracking et bien évidemment un système d'UTM pour traquer tous ces supports d'ailleurs de votre réseau. Et puis aussi pour suivre aussi tout ce qui est lead management, vous avez des points de vente qui vont vous dire super, j'ai payé tant de choses à ma marque ou à un prestataire, il se passe rien. Ah, mais si vous avez le système de mesure qui va avec, écoute Coco, tu as eu 15 prospects ce mois-ci, tu n'en as traité aucun, tu as décroché un appel sur 2. Bon, il y a matière à challenger le réseau aussi là-dessus. Et vraiment, utiliser les faits pour amener le réseau vers des objectifs, c'est une très bonne pratique et ça ne peut se faire qu'avec un système de tracking. Et si on regarde un petit peu les indicateurs, et si vous vous dites, OK, est-ce que mon réseau, est-ce que le digital a été utilisé efficacement au sein de nos réseaux d'enseignes, vous prenez chaque indicateur présent ici et vous regardez le résultat. Alors, on pourrait aller plus loin, mais déjà ça c'est une bonne base. Google My Business, les impressions, trafic, itinéraire, appels et formulaires. Très bien. Nombre de fiches optimisées. Je suis à quel pourcentage de mon réseau sur 100 points de vente, combien ont une fiche nickel chrome. Fiche complétée à 100%. Quelle est ma position moyenne sur une requête cible? Typiquement, je ne sais pas, magasin de bricolage Lyon 2, par exemple. Si je dis que c'est ma requête cible et la plus importante pour mon réseau, chaque point de vente il est positionné combien au niveau de sa fiche GMB dans l'ensemble. Si vous êtes dans le top 5, vous êtes un peu les rois du pétrole. Si vous êtes en dessous, il y a une grosse marge de progression. L'e-réputation, même chose, le nombre d'avis par point de vente, l'e-réputation par point de vente, le taux de traitement des avis, très important, ça aide au référencement de la fiche. Et l'ancienneté des avis, plus les avis sont frais et plus ils sont répondus, mieux c'est. Évidemment. Et toujours en relatif, par rapport à la concurrence locale, par rapport à mon secteur, par rapport à l'industrie, c'est quoi la moyenne du marché. Et bien évidemment, on veut taper au-dessus. Store locator, donc tout ce qui est visite, conversion, appel, coût par lead, position moyenne, organique, taux de conversion, etc. Les réseaux sociaux, le nombre de publications par point de vente, la fréquence des publications, la portée et le taux d'engagement moyen. On pourrait aller plus loin, mais c'est quand même déjà un vaste sujet. Google Ads, on regarde forcément de la rentabilité. Donc, taux de conversion, taux d'impression sur le réseau de recherche. Est-ce que je couvre 80% de la demande potentielle? Et si je suis rentable avec mon ROAS supérieur à 1, logiquement, si je suis déjà rentable et qu'il me manque 20% d'audience sur Google My Business, j'augmente d'abord mon budget Google My Business avant d'aller faire du LinkedIn, ce genre de choses, typiquement. Et lead management, bien évidemment, le taux de décroché, la durée moyenne des conversations, le délai de traitement des formulaires. Idéalement, on veut des formulaires répondus dans la demi-heure, mais plus vous êtes rapide, mieux c'est. Donc, peut-être même dans le quart d'heure, peut-être dans la minute, à vous de fixer les objectifs. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui dépasse 48 heures. On peut considérer que c'est des prospects qui sont morts et enterrés. Voilà, avec ça, vous pouvez faire le bilan. Vous pouvez voir les marges de progression de votre réseau. Et si tous les indicateurs sont dans le vert, vous utilisez efficacement le digital dans votre réseau d'enseigne. Sinon, on peut vous aider ou voilà. Il y a quand même, sinon il y a du boulot dans tous les cas. Voilà, en résumé, on structure, on optimise ses fiches, on met en place un système de tracking exhaustif, on analyse le parcours consommateur et la qualité de traitement des leads, on audite la performance de l'écosystème digital avec les indicateurs que je viens de vous donner, on présente les objectifs au réseau s'il faut les intégrer. On définit bien le rôle de la marque et des points de vente. Il faut penser un petit peu les process. Donc ça, c'est toute une organisation. Et la pédagogie est extrêmement importante dans tout ce sujet-là. S'il y a une marge de progression, vous allez devoir faire de la pédagogie auprès de vos points de vente. Et c'est de l'accompagnement, c'est fixer des objectifs, c'est suivre la performance des points de vente, faire des bilans réguliers avec tout le réseau, des webinars, ce genre de choses, des choses qui marchent très bien avec les réseaux que j'accompagne. Les points de vente sont, en général, preneurs, ont envie de se lancer dedans. Bon, il y a toujours des pionniers, il y a un ventre mou, et puis il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais une majorité du réseau est toujours très content quand il y a ce genre de dynamique qui est mis en place, si c'est bien fait.
Et merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Une question. Est-ce que vous avez un peu une masterclass à regarder comme client, enfin pas forcément client chez vous, mais comme acteur du retail, un peu un benchmark de ce qu'on devrait faire dans ce que vous expliquez aujourd'hui? Alors, je ne les connais pas par cœur, mais de ce que je regarde et ce que je peux voir, vous avez Decathlon qui est très très fort. Vraiment, c'est impressionnant. Bon, il y a des raisons qui expliquent à ça. La plupart, c'est que de l'intégrer. Il y a des ressources assez quand même conséquentes sur les équipes, les outils, tout ce qu'il faut. Il y a aussi pas mal de cerveau côté Matrix. Fnac, j'ai trouvé ça assez solide. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il me semble que tout ce qui est Intermarché, c'est plutôt solide aussi. Mais vraiment, Decathlon, j'ai été très impressionné parce que je fais pas mal de rendez-vous, j'échange quand même avec pas mal de directions marketing de réseau, un peu et aussi dans le retail. Et j'ai l'impression, de ce que j'ai vu de chez Decathlon, c'était 10 ans d'avance par rapport à tout le monde, quoi. Alors, j'en sais rien si c'est 10, 5 ou 3 ans, mais il y avait quand même quelque chose de solide, très très solide. Juste une deuxième question. Ouais. Est-ce que ça passe par la mise en place d'une organisation en magasin avec un genre de digital champion qui gère les réseaux sociaux pour le point de vente, ou c'est plutôt géré en centrale? Je pense qu'il y a plein d'organisations possibles et imaginables. C'est en fonction de la réalité terrain, des budgets disponibles qu'il faut penser l'organisation. Et je ne sais pas s'il y a vraiment un modèle cible ou un modèle qui fonctionne mieux que d'autres. J'ai l'impression que tout ce qui est centralisé fonctionne plus facilement. Je l'ai vu chez Decathlon, dans l'automobile, vous avez Buy My Car qui est très fort aussi là-dessus. Mais tout centralisé, ça induit de donner une marge de manœuvre au local qui est du coup beaucoup moins importante. Et du coup, typiquement sur tout ce qui est réseaux sociaux, l'authenticité, la réponse aux avis, le traitement des prospects, c'est toujours mieux si c'est le point de vente qui le fait, parce que l'expérience utilisateur, elle est meilleure. Et voilà, tout centralisé, ça a des avantages, ça a des limites, comme n'importe quel modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner les points de vente dans tous les cas. Si vous ne le faites pas à 100% pour eux, et dans tous les cas, vous ne pouvez pas le faire à 100% pour eux. Tu veux dire quelque chose, Frédéric ? Pardon, merci. Juste pour compléter par rapport à cette question, effectivement, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas d'organisation idéale, etc. Mais il n'est pas nécessaire par rapport à votre question d'avoir quelqu'un de dédié à ce sujet, qui soit responsabilisé à 100% là-dessus. Je prends souvent l'exemple, nous on a dans nos clients, qui n'est pas dans votre secteur, mais les agences de location UCAR. Dans une agence de location UCAR, il y a 2 personnes. Il y a une personne qui prend les réservations, qui s'occupe de l'administratif, et une personne qui prépare les véhicules. Il n'y a personne pour s'occuper des réseaux sociaux, pour répondre aux avis clients, pour faire tout ça. Et c'est bien l'enjeu justement à la fois de la méthode dont parlait Louis et d'un outil qui est de donner la possibilité au magasin de faire ça de façon très très simple. En quelques clics, gérer ces leviers-là sans se poser trop de questions, en ayant des guidelines de la marque qui permettent d'avancer et sans nécessairement dépendre de ressources locales ou surtout du temps qu'on veut bien y consacrer. Donc tout est possible, mais il faut s'organiser effectivement. D'autres questions? On a le temps encore pour une question. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur le Google My Business, fiche. Je pense que c'est une question qu'on doit vous poser beaucoup en ce moment, c'est la DMA. L'avenir du coup, parce que tout le monde le dit, ça va changer, ça va évoluer. Je dis pas que ça vaut pas le coup, mais c'est dans votre top prio, c'est ça? Et il y a des changements à prévoir. On ne sait pas ce que ça va donner. Reste que on prend les choses. C'est mon avis. On prend les choses dans l'ordre rationnel. Pour le moment, c'est pas ce qui va bouger. À l'heure actuelle, il y a encore une marge de progression super importante. Je pense que 1 mois de boulot sur GMB, en termes de performance, l'équivalent peut-être d'1 an, de 2 ans de performance qui viendrait d'un coup, et que dans tous les cas, il y a une marge de progression à l'instant T. Pour le moment, c'est hyper bancable. On peut y aller, quoi. Par contre, il y a des changements à venir. Ça fait un petit peu peur, mais il y aura forcément des solutions. Moi, je crois quand même que Google est très fort.
il y aura des alternatives, il y aura des choses. Peut-être que simplement il y aura d'autres plateformes et que ce sera un cumul de plateformes qu'il faudra optimiser. Mais voilà, peut-être ce sera même chose. Hein, ça peut être intéressant déjà de bosser Bing d'ailleurs. Hein, il y a certains secteurs, certaines industries. Bing, il y a un équivalent Google My Business. Hyper intéressant. Si c'est 10%, bah, c'est toujours 10% à prendre, quoi. C'est un peu de boulot. Mais c'est tellement bancable. Mais ouais, wait and see, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, il y a une marge de progression, il faut y aller. Et quand bien même ça changerait, quand bien même tout disparaîtrait, le fait de faire travailler son réseau sur ce sujet-là, c'est aussi un progrès dans la maturité digitale. Et la maturité digitale, c'est une rente à long terme, hein, grosso modo. S'ils sont capables de mettre le nez dans Google My Business, ils sont capables de mettre le nez dans les réseaux sociaux, ils sont capables de mettre le nez dans les avis, ils sont capables de mettre le nez un peu partout. C'est aussi un super sujet, un support pédagogique, un premier petit tremplin. Facile, tranquille, vite rentable. Donc, ouais, faut y aller, quoi. Merci. Pardon, je vais juste compléter, effectivement, et je suis d'accord avec ça. Alors d'abord, à titre personnel, je ne pense pas que ça change fondamentalement la donne du jour au lendemain, comme le dit Louis. Donc, tout investissement immédiat aura toujours un intérêt, sachant que c'est de l'organique, donc il n'y a pas des investissements si significatifs que ça à faire. Donc, il faut le faire quoi qu'il arrive. Et par rapport à la question, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on regarde dans le détail, ce n'est pas si coercitif que ça, mais la réalité, c'est que il faut effectivement d'ores et déjà, et c'est l'enjeu de la méthode, diversifier les sources de référencement local. Donc, quand vous avez un store locator, il faut qu'il soit efficient. Et demain, il vous aidera tout autant que la fiche GMV aujourd'hui. Les réseaux sociaux, quel que soit le levier dont on parle, est aujourd'hui un acteur de référencement local. En fait, c'est l'ensemble de la panoplie qui vous prépare à l'émergence de la DMA, tant qu'on ne sait pas exactement l'impact qu'elle aura sur Google en particulier. Après, si demain, il faut se référencer correctement sur Bing, la méthode, elle restera la même, effectivement. Donc, l'enjeu de méthode et de pédagogie vis-à-vis des magasins, il reste le même aujourd'hui, quel que soit l'impact de la DMA demain sur Google spécifiquement. Donc, il faut mettre en place ces choses-là. D'abord sur Google aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça a un impact immédiat, mais ça ne changera pas l'engagement qu'on peut y mettre demain. Et c'est des choses sur lesquelles tout le monde très facilement pourra s'adapter. Il n'y a rien qui va devenir, encore une fois, ce qu'on aura fait sur GMB, on pourra le faire sur d'autres annuaires. Donc, ce n'est pas un sujet. À mon sens, aujourd'hui, ce n'est pas un gros sujet qu'il faut prendre en main dès maintenant. Il faut s'y préparer, l'avoir en tête, mais investir encore sur Google aujourd'hui. Hein, ça, il n'y a pas de débat. Eh bien, merci beaucoup à nos intervenants. Merci à tous. C'était le digital pour le marketing local. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Merci. Géolide avec Louis et Frédéric pour Retail Connect. Merci. Voilà, on est disponible si vous voulez échanger un peu plus en profondeur avec nous ou mon collègue Charles. Très bonne journée à tous.